C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Salut tout le monde et bienvenue à la Brigade. Mon nom est Jean-Philippe Fort en compagnie, comme toujours, de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, dans la Brigade, on reçoit un monument du journalisme sportif québécois, nul autre que François Gagnon, pour nous parler de son passage en Outaouais et de son temps au Journal Le Droit à la couverture de vos sénateurs d'Ottawa. J'aimerais prendre un petit moment pour vous rappeler que la Brigade est disponible sur toutes vos plateformes de diffusion de podcasts ainsi que les vendredis et mercredis sur les ondes du 94.5 Unique FM. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Et en terminant, si vous voulez nous aider, je vous invite à aller nous faire un review sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Messieurs, à l'heure où on se parle, les sénateurs d'Ottawa sont à 7 points de place en série. Y croyez-vous? 7 points, c'est beaucoup. En fait, ils sont dans la position qui sont supposés d'être. En fait, pas supposés d'être. Selon moi, ils devraient être meilleurs encore que présentement. Ils devraient être à 3-4 points d'une place en série, mais là, ils sont à 7. Honnêtement, je me fais pas d'attente, parce que si je me fais des attentes, je vais être déçu. Puis je sais que les équipes qui sont devant les Sens, c'est des très bonnes équipes, dont les Islanders, les Pingouins, qui jouent du bon hockey assez régulier. J'y crois. Je voudrais y croire. Ce serait le plus beau cadeau du comeback que les Sens reviennent. Crois-y donc. Pour la cause, vu que Pascal va dire l'inverse, je vais y croire. Bon! Enfin, il est revenu! Non, moi, je trouve que 7 points, ça n'a pas de l'air beaucoup, 7 points, mais c'est énorme, 7 points. Et tout ce qu'on a fait dernièrement, là, le 8-4-2, je pense, en décembre, je pense qu'on a gagné 1 point, 2 points, parce qu'on avait fait une super bonne séquence avant ça, puis on avait reculé d'1 point. Définitivement 10 fois mieux que le mois de novembre qu'on a connu. Fait qu'au moins, c'est entertainant. On n'est pas les deux mains d'en face déçus à tous les soirs à se demander qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là. Puis, écoute, je pense que c'est certain que c'est pas impossible, mais il faut que les équipes en avant, dont Floride, qui est la grande surprise, là, qu'au début de l'année, on les voyait eux autres classés, c'était réglé, puis c'était Boston qui descendait, puis pas ça pantoute qui est arrivé. Fait il peut y avoir un autre club que ça arrive, mais là, faut pas que Montréal se remette à gagner, puis il faut que les astres s'alignent. Mais peu importe, si on joue comme ça d'ici la fin de la saison, je pense qu'on va être content du club, puis on va avoir vraiment une bonne évaluation de notre équipe, qui, pour une fois, nous montre qu'ils sont capables de jouer, même quand c'est des matchs importants puis des matchs qui comptent, tu sais. Fait que... mais moi, au début de l'année, j'avais dit non. J'étais un des seuls, je pense, mais puis je continue de penser qu'on les fera pas, mais plus on s'approche d'ici la fin de l'année, plus on bâtit pour l'année prochaine. À condition de commencer la saison du bon pied l'année prochaine. Ben, c'est ça la question, là. Ah, mais tu sais, on s'entend pour dire là, que moindrement avoir mieux joué en début de saison, on serait quoi, peut-être 1-2 points d'une place en série ou peut-être même dans le portrait des séries. Fait qu'on revient encore le même discours. En ce moment, en date où on enregistre, avoir mieux joué au début de saison, on serait probablement en haut de Détroit et en haut de Buffalo. On serait proche de... on serait quand même relativement proche des Islanders de New York, des Penguins de Pittsburgh. Les Penguins de Pittsburgh qui ne sont pas qualifiés pour les séries en ce moment non plus. Là. Non. Mais là, moi, ce que je me dis, c'est là, on semble être OK avec DJ. OK, il a réussi à faire jouer ce groupe-là pour la première fois quand ça compte. Fait que c'est quasiment, en tout cas, à moins que le nouveau groupe de propriétaires qui arrive fasse vraiment un grand ménage, là, mais au moment où on se parle, c'est garanti que DJ a sa job l'année prochaine. On commence l'année encore avec DJ, puis on met encore le gros spotlight puis le gros focus sur l'importance de connaître un bon début de saison. Puis on refait encore la même affaire une 3e année de suite. Là. Fait que on fait-tu se rendre là? C'est-tu la définition de la folie de penser que, cette fois-là, ça va être correct? Mais tu sais, si on reste en haut de 500, pour vous, c'est une raison valide de garder DJ Smith. Si, mettons, on reste là, on roule le 500, là, puis on dépasse un Non. peu.
Moi, il serait parti déjà, DJ. C'est pas parce que là, ça va bien que c'est plus mon homme. Là. Moi, il serait déjà parti. Mais Dorion, il avait toutes les raisons du monde de le mettre dehors, mais il l'a pas fait. Fait que si ça va bien d'ici la fin de l'année, il va dire, au contraire, il va dire, j'avais raison. Vous voyez, j'avais raison de pas le mettre dehors. Regarde comment ça va bien. Ah, mais ça, c'est si Dorion est encore là à la fin de l'année aussi. Exact. Malgré que Dorion, tu sais, s'il y en a un dans les dernières années qu'on peut s'entendre, on pense en tout cas, que si on l'évalue, qu'il a fait une bonne job, je pense que c'est lui. Ça serait un peu bizarre de nouveau groupe de propriétaires de le mettre dehors, tu sais. Mais c'est pas impossible non plus. Moi, j'ai l'impression que Pierre Dorion a sauvé sa job cet été, là. Probablement. Tu sais, on peut pas le pointer du doigt en disant t'as pas bâti une bonne équipe. Y a-t-il un certain manque à la défensive? Oui. Mais pour le reste, on peut pas dire qu'il a fait une mauvaise job. Pour le défenseur, c'est une chose qu'il faut lui donner à Pierre Dorion, puis il le fait pas souvent, puis l'organisation des Sénateurs le fait pas souvent non plus, mais il a été honnête, il l'a dit, les gens me voient arriver de 500 pieds à l'avance, ils me voient venir gros comme la terre, puis ils savent que je m'en viens pour quitter un défenseur. C'est extrêmement difficile, il a été 100% honnête avec ça au début de l'année, puis honnêtement, je le crois rendu là. On voit ce que les Coyotes demandent pour Jacob... Chekron. Moi, les noms, je les lis tous dans ma tête. Puis dans ma tête, ça fait du sens. Puis quand j'arrive pour les dire, tout. Mais puis non seulement ça, mais à Arizona, ils ont Dorion sur le téléphone. Puis sur l'autre téléphone, ils ont probablement Edmonton qui cherche exactement la même chose que nous autres. Ouais. Puis, oui, OK. Fait que les enchères montent, là, lequel qui me donne le plus. Mais tu sais, de toute façon, oui, il faut un défenseur, mais il faut être quand même prudent. Regardez les Panthers l'année passée qui ont payé un choix de première ronde pour Ben Sherratt. Il a joué une demi-saison avec eux autres, puis là, cette année, gars, ils s'en mordent les doigts parce qu'ils sont exclus des séries, puis ils sont peut-être même dans le boulier. Puis leur premier choix leur appartient même plus, fait que... Puis il n'est même pas protégé. Fait. Oui, il faut un défenseur, mais pas à n'importe quel prix non plus. Mais c'est ça, verra-t-on. Les Sens, on va suivre la saison. Mais là, c'est sûr que c'est plus le fun à les écouter, évidemment. Parce que toi, avant les fêtes, là, moi, t'as eu une phase très sombre. Une petite dépression. J'étais en dépression, mais j'étais dans le mois de novembre. C'est prouvé scientifiquement. Le mois de novembre, c'est triste, le mois le plus triste. Fait que j'étais triste. C'est correct. Tu t'achètes une lampe de luminothérapie, une sensothérapie. Sinon, vous avez passé des belles fêtes? Oui. Oh yes. Oui, un beau temps des fêtes. Très belle fête. Puis là, c'est ça, le lundi, c'était comme... c'est vrai, j'ai une job. On tombe tellement dans une espèce entre Noël et le jour de l'an, dans une espèce de marasme qu'on ne sait plus quel jour qu'on est, où est-ce qu'on est. On est-tu à la fin de semaine? On est-tu la semaine? Quand est-ce qu'ils passent les poubelles? Ouais. On ne sait plus rien. Que là, à un moment donné, tu fais comme, je travaille, moi. J'ai vu un meme sur Facebook aujourd'hui par rapport à ça, justement. C'est genre... le meme, c'est la personne, elle faisait une drôle de face, puis elle se tenait à la tête en voulant dire, ça disait, c'est quoi déjà ma job? C'est quoi je faisais? Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'en avais vu un, mais ça allait dans le sens de ce que Pascal disait, puis à la fin, ça finissait, parce que c'était... Dans le fond, Noël et jour de l'an, t'es l'équivalent d'un sofa. C'est vrai. T'es assis là, puis tu sais pas trop ce qui se passe, tu sais rien, t'attends, tu bois de la bière, puis tu manges les tempêtes. On a été chanceux, on a reporté notre descente au Saguenay, c'était supposé être le 23, puis c'était la grosse tempête du siècle qui était supposée d'arriver, fait que là, on a dit, OK, on est parti le 22, fait que ça a été parfait, la route était super belle. En remontant, c'était pas beau du tout, là, quelque part entre le 29 à peu près, là. En tout cas, dans le parc des Laurentides, le fameux parc des Laurentides. Le fameux, comme ça, quand je dis fameux, le fameux. J'adore ça. Parce que Pascal, t'as pas gros d'accent, mais des fois, t'as des petites mimiques. Il ressort. Il y a toujours un mot, tu sais, ça fait 15-16 ans qu'on est ici, là, mais il y a toujours un mot, à un moment donné, je vais dire du lait, ou je vais dire un muffin, ou je vais dire de la vanille, ou tu sais, je vais dire un mot qui va me... Attends, peux-tu dire muffin? Un muffin. Un muffin. Comment tu le dis, fort? Ben, muffin. Ben, c'est ça. Muffin. C'est ça qu'il a dit. Moi, j'ai dit un muffin. Un muffin. Sur ça, le mot de la journée, muffin. Muffin. Hey, toi, JP, ton temps des fêtes? Ben, les autres, on est descendu à Ottawa, de Montréal à Ottawa. Même chose que Pascal, descendu le 22 un peu d'avance. C'est toujours un beau moment, mais ô combien pas reposant.
Mais agréable. C'était le fun de voir les gens, surtout après 2 ans où on n'a pas vu grand monde à Noël. Là. Exact. C'est ça. On s'est permis un peu Avec plus. les jeunes enfants, t'as un petit, là, avec les jeunes enfants, le Noël, ils n'ont plus d'horaire, ils sont tout mélangés, ils se couchent tard, ils sont marabouts. Ah oui. Toi, tu te lèves marabout le matin parce que tu as veillé à la veille, puis lui, il ne sait pas. Avec les jeunes enfants, nous autres sont plus vieux, fait que on peut dormir le matin, on peut se reposer un peu. Là. Dans le temps, je disais, quand on avait les 2 enfants jeunes, je disais j'ai hâte de retourner travailler pour me reposer. Puis mais on était chanceux, puis ceux qui nous écoutent, qui ont des très jeunes enfants, vont comprendre. T'sais, on n'est pas chez nous, là, on est chez les beaux-parents, chez mes C'est parents. Ça. On s'en va en visite chez ma tante. Le petit se couche à 7 heures, là, il y a 1 an. Ouais. Fait que t'emmènes son parc, tu l'installes dans un raccoin sombre, puis tu le couches dedans, puis t'espères qu'il va dormir. Tu le mets dans un manteau de fourrure. Ouais, là, c'est ça. tout Oui, bien, oui. Ben, Seigneur, pas 1 an. tout bien installé. Donne-y une couple d'années. Ben entouré de manteaux, il tombera pas. Là. Tombera pas. Mais non, c'était le fun. C'était le fun. Mes parents ont pu profiter de leur petit-fils en masse, puis mes beaux-parents, même chose. Fait que tout le monde était content. Cool. Puis vous avez regardé les games en famille? Pas tant, on dirait. Pas tant? Non. Non, même le World Junior? Hey, j'ai pas embarqué dedans cette année. Non? Je sais pas. J'ai pas eu le temps, on dirait. La tête était trop prise ailleurs. Toi, JP Fortin, t'es resté chez vous? Moi, je suis parti 4 jours. Fait que j'ai manqué un peu. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ton voyage à Washington? Ouais, j'ai manqué 4 jours du tournoi. Fait que, mais habituellement, depuis que je suis revenu, je fais juste écouter ça à la TV. Pas avec une grosse écoute, là, mais je suis ça religieusement. J'aime bien ça, ce petit tournoi-là, dans le temps des fêtes. Ça nous fait quelque chose à écouter. Parle, jase, on a-tu un warm-up? On a un warm-up, certains, on a un warm-up. Puis je vais avoir une petite devinette. Yes, on aime ça. Donc, ça va nous prendre un jingle pour ça. Ouais. Je peux ressortir mes chansons du dernier épisode? Ou... Tu pourrais. Je pense que... Ton succès? Je pense que Alfie va nous répondre. Probably not. Donc, dans les bonnes nouvelles du warm-up, on a eu le contrat de Artem Zub pour 4 ans et 18,4 millions pour une valeur moyenne. Ça sonne comme un avion dans Star Wars, mais c'est des gens qui disent Zoom! 4,6 millions sur la masse salariale. On a eu le 400e match de Alex DeBrincat, le 300e match de Tyler Mott. Et dernièrement, là, on enregistre le 5 janvier au moment qu'on vous parle, Cam Talbot qui fait un clin d'œil à Ryan Reynolds sur son nouveau masque. Donc, vous irez voir ça sur les réseaux sociaux. Sans surprise, Nikita Zaitsev est sur le marché des transactions. Les sénateurs seraient prêts à ajouter, en plus de Nikita Zaitsev, un choix haut au repêchage ou un bon prospect de l'organisation. JP, tu l'as dit tantôt, les Sens vont bien de ce temps-ci. Donc, en décembre, les sénateurs ont accompli une fiche de 8 victoires, 4 défaites en temps réglementaire et 2 revers en prolongation. Et ont ajouté 2 autres victoires le 1er janvier contre Buffalo et le 3 janvier contre les Blue Jackets de Columbus pour porter la fiche à 10-4-2 dans les 16 derniers matchs. On a eu une belle histoire aussi le 1er janvier. Donc, Jake Lucchini, lui qui a été rappelé des sénateurs de Belleville suite aux blessures de plusieurs joueurs. Il a marqué son premier but en carrière dans la Ligue nationale à l'âge de 27 ans. Donc, pour faire j'ai de la misère à dire ce mot-là, pour faire un rewind, moi le dire en anglais, le 12 octobre 2021, il a été échangé à Belleville pour passer du Rocket à Belleville, je veux dire. Le 13 juillet, a signé un contrat à 2 volets avec les sénateurs et le 1er janvier 2023, il marque son premier but en carrière dans la Ligue nationale. Donc, je mentionne ma devinette. Le 12 octobre 2021, Jake Lucchini a été échangé du Rocket au sénateur de Belleville contre des considérations futures. Quelles sont les considérations futures à ce jour? À ce jour? Qu'est-ce que le Rocket a obtenu pour Jake Lucchini dans ses considérations futures? On sait c'est quoi les considérations futures, là. Ouais, elle sait. Elle a été sortie, puis tout est... dans le fond, le deal a été complété. Là. OK. Une douzaine de bâtons. OK. C'était une devinette assez facile, assez difficile, je veux dire. Ben, est-ce que ça peut être un choix au Jackstrap plein de... repêchage?
Je vais au repêchage, une douzaine de bâtons. Ben, je pense pas qu'il en a donné peut-être un joueur un peu obscur. Un joueur obscur. Rocket de Laval. je vais... Ouais, les Rockets de Laval. Donc, je vais vous dire la réponse parce que ça semble pas se diriger vers une réponse positive. En fait, Jake Lucchini a été échangé contre $1 américain. C'est vrai? Non. Hein? Ben, hey, c'est quasiment 1,40 aujourd'hui, là, Ouais. canadien. C'était un but qui aurait coûté une pièce. C'est ça. Fait Pas que, cher, pas cher. Jake Lucchini, quand même. Mais c'est-tu vrai? On peut Ouais, pas c'est faire juste- ça? Ouais, j'ai fait des recherches et effectivement, Jake Lucchini a été échangé contre $1. Puis, mais c'est rien que pour démontrer la persévérance de ce gars-là. Il a été échangé contre $1. Fou raide. Tu t'en vas à Belleville, en ligne américaine, à 26 ans ou 27 ans. Continue de travailler, puis espoir. Finalement, tu déniches un contrat à 2 volets. Puis, quelques mois plus tard, bing bang, tu t'en vas dans la nationale, puis tu marques ton premier but. Quand même une belle histoire. Ouais, Ouais, non vraiment. pas sans rappeler un peu le Hamburglar qui était un Ouais. vieux routier aussi, qui avait jamais Ouais. performé, puis qui là tout d'un coup, la chance, la porte ouvre. Puis c'est comme quoi, tu sais, dans la Ligue nationale, le monde, les gens disent, t'as besoin, de talent, t'as besoin de travailler, puis t'as besoin de chance un peu. Tu sais, des blessures peuvent arriver, la mauvaise personne qui t'aime pas peut être là, ou les blessures en avant de toi qui te permettent de mettre le pied. Des fois, les gars sont tellement proches, tellement égales que qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas... Ça peut être des fois des détails niaiseux de même. Là. Le plus drôle, c'est à 27 ans, il score son premier but. Puis il interview Tim Stutzla après la game, puis il dit « Ah, c'était le fun de voir le kid scorer son premier but. » Le kid, il a 7 ans de plus que toi, puis tu l'appelles le kid. C'était puissant. Sinon, tu as parlé d'Alex DeBrincat et de Tyler Mott qui arrivent à des milestones, mais on approche aussi d'un milestone pour Derek Brassard. Derek Brassard qui arrive à son 1000e match. Oh yes! Il Ouais. devrait être prévu à la fin février, autour du 25 février, que j'ai lu. Si bien sûr, il ne manque pas de match en raison d'une blessure. Quand même pas rien. Ben, Quand même pas rien. si Norris revient, est-ce que Brassard reste là? J'ai de la misère à sortir Brassard de l'alignement. Là. Honnêtement, présentement, je le sortirai pas de l'alignement. Il y a un game rule, puis par la force des choses, Lucchini va être retiré de l'alignement. Ouais. Mais tu sais, T'alternerais plus avec eux autres. le dernier match contre Columbus, c'est Mark Kastelik qui a moins joué. C'était l'attaquant le moins utilisé. Fait que c'est peut-être bien Mark Kastelik qui va payer. Là. Je pense que Derek Brassard va se rendre là d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il manque une vingtaine de matchs. Là. Fait que si c'est pas en février, ça va finir par être d'ici le mois de mars. Là. Une formalité. Puis je pense que DJ, c'est le genre de coach qui va faire un spécial pour que ça l'arrive. C'est un player's coach, puis il va pas faire exprès s'il performe pas, mais il va pas faire exprès non plus pour le mettre à sa main puis dire c'est moi le boss. Puis il va s'arranger pour que s'il y a une chance que ça arrive, il va s'arranger pour que ça arrive. Il fera pas un Jason Spezza à Toronto. Là. Non, c'est ça, Non, exact. T'as dit que Nikita Zaitsev était sur le marché. Est-ce que ça, c'est fondé? C'est fondé, c'est dans les sites sportifs qui couvrent l'actualité des lignes nationales. Donc, on sait que Nikita Zaitsev a encore une autre année à 4,5 millions en contrat sur la masse. Donc, les sénateurs essaient de se départir de ce contrat-là. Puis, aucune équipe va ramasser ce joueur-là même pour un choix de 7e ronde. Fait que là, c'est que les sénateurs vont devoir payer pour s'en débarrasser. Fait que c'est pour ça que là, ils seraient prêts à donner un choix assez haut ou bien un bon prospect de l'organisation pour partir avec Nikita Zaitsev. Je pense que rendu là, au stade où on est, si on veut signer DeBrincat, on n'a pas le choix de faire de Zaitsev d'une manière ou d'une autre. Là. Ça va prendre de l'argent tantôt. C'est ça. Ah oui. Pas de l'argent pour DeBrincat, ça va prendre de l'argent pour Shane Pinto, ça va prendre de l'argent pour Sanderson d'ici 1 an ou 2, là, tu sais. C'est pour ça que puis il va falloir que DeBrincat modère ses attentes. Là. S'il veut faire sauter à la banque, ça sera pas Ottawa. S'il veut 10-11 millions, ah ben là, ouais, ça non. De toute façon, il n'y a pas de place. Je donnerais pas 10-11 millions. Bon. Quelqu'un va vouloir y donner. S'il veut, quelqu'un va vouloir y donner. Ouais, quelqu'un va y donner, mais à 10-11 millions, ça commence à faire cher. Hein. Mais là, c'est ça, c'est tout dépend. T'es-tu bien où ce que t'es, puis que t'as la chance d'être dans une équipe
où tu es bien pour plusieurs années, peut-être la chance d'une coupe Stanley d'ici quelques années, ou t'aimes mieux aller être le joueur tout seul, le mieux payé de ton équipe, puis aller nulle part, tu sais? Ben, non seulement où tu es bien, mais aussi où il y a un avenir, puis il y a un potentiel pour, comme tu dis, les prochaines années assez solide, là. Je pense que Brady Tkachuk a juste besoin de l'emmener faire du karaoké dans un bar à Ottawa un soir, puis l'affaire est Ketchup, là. Moi, je pense qu'en bas de 9, on rêve un peu en couleur. Ça commence à faire cher. 9 et plus, ça va être dur de faire fitter, là. Ouais. Ben, qu'est-ce que tu veux? Ah, mais peut-être qu'on va avoir un Oben. Peut-être que ça va être un contrat à la Jason Robinson des Stars de Dallas. On va l'avoir pour moins que prévu. Le gars a eu des saisons de 40 buts, là. Ouais, je sais. Il arrive pas de nulle part. Je sais. Mais hey, ça commence à faire cher, là. Ça va faire Norris à 8.5, Studula à 8.7, t'as Ketchuk à 8, t'as Chabot à 8 aussi. À un moment donné, tu sais, on rit des livres qui sont dans le plafond avec 4 joueurs puis qui ont de la misère à faire une équipe avec ça. Si on veut pas se ramasser comme les Maple Leafs de Toronto, c'est ça qu'il faut. Il y a une gymnastique salariale à faire, évidemment, et il faut être prudent aussi pour pas donner à la lune non plus, là. Tu sais, exemple, les livres, là, présentement, il faut qu'ils re-signent Austin Matthews. Le gars, il demande 15 millions de dollars par saison. Il veut être le joueur le mieux payé national. Pour signer Austin Matthews à 15 millions, il va falloir qu'il se débarrasse soit de William Nylander, soit de Mitch Marner, soit de Morgan Riley à Def. Fait que c'est des grosses questions à se poser. Hein. On peut pas se débarrasser de John Tavares? Ou John Tavares, mais qui va ramasser ça à 11 millions? Encore un mauvais contrat. Fait que c'est ça. Tu veux pas se ramasser dans cette situation-là aussi. Hein. C'est sûr. Mais à date, je pense qu'il y a eu une bonne job de fait. On n'a pas donné ce genre de contrat-là, je pense pas. On n'a pas donné des contrats. Non. Excessif. Le seul contrat qui, pour moi, pourrait mal vieillir, c'est peut-être Josh Norris. Moi aussi, c'est ma crainte. Parce que je vois Tim Stutzla, je vois Shane Pinto aller, puis je me dis... Je comprends que Shane Pinto est encore jeune, mais je me projette dans 3-4 ans. Est-ce que Josh Norris est encore notre premier, deuxième centre? Je pose la question bien innocemment. Là. Avoir joué Tim Stutzla, je me vois mal tasser ce gars-là au centre. Là. Ben, je me vois mal tasser ce gars-là de la première ligne. Aussi. Mais c'est correct. Tu veux 2 gros centres. Je suis d'accord. Tu as besoin de 2 gros centres. Puis tu fais quoi avec Shane Pinto? Pinto, c'est un 3e centre parfait. Parce que tu sais, on s'entend que Pinto, ça va être un bridge. Ça va être un contrat bridge. C'est sûr, c'est sûr que ça ne sera pas à long terme. On ne peut plus, là. Non. On a signé tout le monde à long terme. Est-ce que Alex DeBrincat va vouloir un bridge? Non. Non. Ça va être la longue shot. Non. C'est ça. Ah oui. Le plafond salarial va augmenter aussi, là. Ouais. Veux pas. Ça va aider un peu. Mais tout ça pour dire, il faut qu'il trade Nikita Zaitsev. Il faut qu'il se débarrasse de ce contrat-là. Parce que c'est 4,5 millions qui grugent la masse pour absolument rien à tout. Mais y a-tu, la façon qu'il joue dernièrement, y a-tu augmenté un peu sa valeur? Il s'est peut-être rapproché de sa valeur sans vraiment être dedans, là, mais en tout cas, il est peut-être moins tannant à échanger présentement qu'il l'était au début de l'année. Là. J'avoue que son passage à Belleville a aidé la chose, mais de là... Il me dérange plus, moi. Là. J'écoute des games puis je sac pas contre Zaitsev. Là. C'est déjà là, ouais. c'est un plus. Là. C'est un plus. C'est du positif. Oui. Ah, écoute. C'est des beaux problèmes à avoir. Ouais, des beaux pas habitué de parler du cap salarial. Hein? Non, c'est ça. On est comme tout mêlé. Là. On est comme, c'est ça, on avait tellement dans nos têtes que de l'argent, il y en avait de la place, puis il y en avait d'autres de la place. Puis là, wow! Ça monte vite. On est tout content quand les gars signent puis qu'ils signent long terme. Mais... Je vais vous poser une question. Là, on veut un défenseur top 4. Lui, on le paye comment? On l'apprend où, cet argent-là? Ben là, encore, c'est... Faut que Zaitsev parte. Oui, je suis d'accord, mais Zaitsev part, c'est 4 millions, là. Ça paye pas un défenseur top 4 puis Alex DeBrincat. Dorion a de la job encore, ouais. Un beau problème à avoir. C'est ça. Et voilà. Rebâtir un club, c'est un aspect de la job de DG que tu peux évaluer, mais faire la gestion financière à long terme de son équipe, c'est un autre aspect, là, que Dorion n'a jamais vraiment eu à nous démontrer. Là. Fait que non, ça va être intéressant. Puis Deadpool, lui, il est cher, lui. Deadpool, il paye, lui. Ouais. Il paye, lui? Il paye l'argent. C'est lui qui va payer DeBrincat. Ouais. Mais n'empêche qu'avoir un nouveau groupe de propriétaires qui inclut Ryan Reynolds, et on en parle beaucoup, mais veut pas,
Est-ce que ça peut être un incitatif pour un gars comme Alex Brinkat d'être comme, ouais, peut-être que ça pourrait être le fun de payer, de me faire payer un petit peu moins. Tu sais, il y a peut-être et peut-être que certains diraient, je dis n'importe quoi, là. Il y a peut-être une certaine valeur ajoutée pour un joueur. Ouais, mais de toute façon, Brady, il a juste à amener DeBrincat dans le marché, chanter avec lui. Puis, Ah, arrête, tu prends ma joke! Je fais pas ça souvent, mais ce soir, je vais le faire. On a été quand même critique sur les sénateurs par rapport à tout ce qu'ils font du point de vue francophone, de leur publicité en français. Et il y a vraiment quelque chose, moi, qui m'a choqué dans les dernières semaines. Et je ne sais pas si vous avez vu le logo, la publicité qui a été faite pour les concours d'habileté. On peut y lire « Concours d'habilette ». Ah non! C'est un peu gênant, là. Ah. Moi, s'il vous plaît, ceux qui nous écoutent, là, écrivez au sénateur, faites quelque chose, parce que rendu là, c'est une joke, là. Mais c'est une faute de frappe? C'est-tu... Ben, c'est parce que c'est pas une faute dans un texte. C'est le logo. En anglais, c'est skills. Skills, ouais. Quelque chose de même. Puis en français, ils ont le designer, le graphiste, je sais pas qui lui a fourni le texte, mais on peut y lire Concours d'habilette. E accent aigu, TS à la fin. Puis le mot habilette existe-tu? Ben non, c'est habileté. Ben non. Non, mais on en parlait avec Nicolas, l'épisode spécial de Noël. Ça coûte... C'est quoi juste faire réviser par quelqu'un qui parle français? Trouve-les, paye-y une bière. Tu sais, organise-toi, là. T'es une équipe de sport professionnelle. Imaginez si les Canadiens de Montréal faisaient exclusivement leur contenu en anglais, en français. Ça serait rire du monde parce que des anglophones, il y en a bien qui prennent pour eux autres. Ben, c'est un peu la même chose. Bref, non, je suis d'accord. Ma petite montée de lait. Petite crotte sur le cœur. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié les concours d'habilettes. Des habilettes, ça me fait penser à une course de petites mobilettes. Ça glace. Hashtag concours d'habilettes. Sur ce, allons manger des muffins. Des muffins. Des muffins. Des muffins. Dans un instant, on reçoit un journaliste de renom, François Gagnon. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Donc, notre prochain invité est probablement l'un des journalistes sportifs québécois les plus reconnus. Avant d'aboutir à RDS, il était à la couverture des sénateurs. François Gagnon, bienvenue à la brigade. Ça me fait plaisir d'être là. François, on va commencer par le commencement. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? En plus, vous m'avez dit de vous tutoyer. Je suis le pire là-dedans. Qui es-tu? D'où viens-tu? Écoute, originalement, j'étais un gars de Québec. Okay. J'ai grandi à Québec. J'ai grandi à Québec. J'ai grandi à Sherbrooke aussi, une partie de ma jeunesse. Mais l'adolescence, école secondaire, cégep, c'est tout à Québec que ça s'est passé. Et puis, à un moment donné, dans ma vie, j'ai fait un virage vers l'Ontario, vers Ottawa, pour le Collège Algonquin. J'avais des copains qui, à ce moment-là, jouaient au football. J'avais des copains qui jouaient pour les GGs à Ottawa, qui étudiaient à l'Université d'Ottawa. Et puis, ça m'intéressait de les rejoindre. Mais l'université ne m'intéressait pas. Puis, j'avais entendu parler d'un programme de radio-télédiffusion au Collège Algonquin qui est devenu le programme de la Cité collégiale. À l'époque, le Collège Algonquin et le pavillon, là, il était le campus Woodruff à Nepean. On étudiait la radio, la télé, le contenu, le contenant, l'éclairage, le son, on faisait tout. Et ça se faisait en anglais et en français à Woodruff. Maintenant, la Cité collégiale a vu le jour, puis maintenant, ceux qui ont étudié là, puis les gens qui étudient là en ce moment ne savent peut-être même pas que ça a commencé à Woodruff, mais anyway, c'est là que ça s'est passé. J'ai eu un emploi, mon premier emploi à CKCH à Hull, oui. Une station de radio qui n'existe plus malheureusement, qui était au coin de la rue Laval, dans le vieux Hull. J'avais 2 bureaux dans ce temps-là. J'avais CKCH, puis j'avais le bistrot qui était à l'autre bord de la rue. Et puis, c'est là que tout a commencé. Puis, graduellement, après 2 ou 3 ans à CKCH, j'avais été invité à me rendre au droit à Ottawa. Mais toutes ces années-là, les premières années, je ne travaillais pas au sport.
Je travaillais sur la couverture des activités judiciaires. Ça incluait tout ce que la police, les pompiers, les ambulanciers faisaient. Et ça incluait aussi tout ce qu'au niveau judiciaire se passait au palais de justice. Que ce soit à Hull, qui était là où j'allais le plus souvent, mais j'allais faire mon tour à Mont-Laurier, à Campbell's Bay, à Buckingham. Alors, fait que c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. Puis un jour, les sénateurs sont arrivés à Ottawa. J'ai couvert le premier match, mais je n'étais pas à l'équipe des sports à ce moment-là au droit. C'était Marc Brassard qui était là, c'était Pierre Jury qui était là, c'était François Drapeau qui était là. Mais le premier match, je pense que tout le monde, tous ceux qui travaillaient, ceux et celles qui travaillaient au droit ce soir-là, ont travaillé sur cette partie-là. Puis une couple d'années plus tard, je me suis retrouvé à couverture des Olympiques de Hull, l'année du lockout, 94-95, et l'année suivante, j'ai commencé pour de bon avec les sénateurs. Mais est-ce que tu avais un intérêt pour le volet sportif ou bien c'est par la bande puis la force des choses que vous êtes arrivé à couvrir les sénateurs? J'ai toujours eu un intérêt pour la chose sportive. J'ai toujours été... en fait, mon père, qui était un grand universitaire, a toujours dit que mon diplôme d'études collégiales, c'était un diplôme de sport. C'était pas un diplôme d'études parce que je consacrais tout mon temps au sport à ce moment-là. Puis même, premier balbutiement à l'écrit, là, c'était un petit journal qui s'appelait le SAS Sport sur les activités intercollégiales, puis tout ça, un petit pamphlet qu'on distribuait. Alors, ça a toujours été ça. Sauf que comme j'explique souvent aux jeunes qui me disent « Ah, je voudrais être journaliste sportif », ben, oublie le mot sportif, commence par être journaliste. Parce que c'est ça qui est la base des choses. Tu dois être journaliste, tu sais, à la base, que tu fasses de l'économie, que tu fasses des arts, que tu fasses du sport, que tu fasses, peu importe les notions de la politique, à la base, tu es journaliste. Alors, apprends à être journaliste, et puis après ça, quand tu auras compris ce que ça prend pour faire ça, ben tu pourras aller du côté de tes, je te dirais pas de tes aptitudes, mais de tes goûts les plus spécifiques, si les ouvertures se créent. Et puis, les ouvertures se sont créées. J'ai été très chanceux. Et puis, au fil des ans, je suis parti d'Ottawa. Je me suis retrouvé au soleil à Québec, à la presse à Montréal. Puis, depuis quelques années, 10 ans bientôt, à RDS. Wow. Moi, je trouve ça complètement fou de penser qu'une personnalité comme toi, qui veut pas être dans nos télévisions depuis tellement longtemps, a fait ses classes dans notre cour arrière à Ottawa. Je trouve ça complètement fou. J'aimerais revenir sur... là, je sais que CKCH a éventuellement été acheté, a fermé. Il y a eu les fusions là, avec CJRC. C'était CJRC dans le temps qui était à Gatineau. Tu avais 2 réseaux de radio privés au Québec dans le temps. Tu avais Télémédia, qui était CKAC à Montréal, qui était CKCH évidemment à Hull. Tu avais CKCV à Québec, puis tu avais l'autre réseau qui était Radio Mutuelle. Et puis, c'était CJRC à Gatineau qui faisait partie de ce réseau-là. Et les 2 réseaux se sont fusionnés à un moment donné. Alors, quand tu avais des dédoublements de stations, il y en a évidemment une qui a écopé au détriment de l'autre. Puis CKCH a fermé à ce moment-là. Puis là, est-ce que c'est à ce moment-là que le droit est arrivé ou il y a eu une phase un peu plus... le droit est arrivé avant ça. Le droit est arrivé avant ça. Le droit est arrivé en 88, si ma mémoire me joue pas de tour. Je courais partout dans mon auto, qui était le lettré CKCH. Et puis, je courais tout partout, puis je couvrais les nouvelles judiciaires. Et puis, à un moment donné, au droit, il y avait besoin de remplacement à ce niveau-là. Et puis, ils m'ont fait signe, puis j'ai dit oui. J'étais un peu inquiet parce que parler le français, c'est quelque chose. L'écrire, c'était plus difficile pour moi. Et ceux qui vont écouter ça puis qui vont se souvenir de moi à l'époque vont dire « Oh, c'était pas juste difficile, des fois, c'était boiteux même. » C'est-tu vrai? Ah oui, puis je dois un gros, énorme merci à tous ceux et celles qui travaillaient au pupitre du droit à ce moment-là, qui m'ont vraiment sauvé la vie, là, au sens figuré, évidemment, puis peut-être même des fois au sens propre, en corrigeant des fautes qui étaient épouvantables. Et puis, comme je dis souvent, j'en faisais tellement que des fois, il en échappait eux autres aussi. Alors, ça montrait à quel point je partais de loin.
Et puis, je suis content que le droit ait pris une chance sur moi à ce moment-là parce que j'ai fait mes efforts après ça, puis tout ça. Je me suis amélioré. Je ne suis pas encore parfait, loin de là. Mais c'est comme ça que le virage de la radio, du journalisme parlé, s'est fait du côté du journalisme écrit. Puis la télé est venue après ça. Puis la radio, ben ça continue, mais comme pige ici à droite et à gauche, là, mais pas de manière continue. Quoique je l'ai fait pendant 3 ans, 3 très belles années à l'émission du matin à Radio-Canada à Montréal avec René Aumirois. Bon, ben, si François Gagnon a eu des difficultés avec son français, ça me donne beaucoup espoir de mon côté avec mon français. Il n'y a rien qu'on ne peut pas corriger quand on y met l'effort puis quand on y met l'énergie et la volonté. Mais en même temps, moi, tu sais, JP a un accent du Saguenay, du lac. Ouais, du lac Saint-Jean, oui, merci. Moi, j'ai mes tournures de phrases un peu plus franco-ontariennes de l'Est ontarien. Puis, ultimement, pour moi, je trouve ça beau de nous entendre parler puis de se comprendre, tu sais. Ben, c'est sûr. La première fois que j'ai couvert un accident à Gatineau puis que j'ai entendu le char a touté de la horn puis il a muté le petit gars, honnêtement, j'arrivais de Québec puis j'avais pas vraiment compris ce que c'était. Alors, tu sais, il y a des manières de s'exprimer, mais à la base, le français écrit, c'est pour ça que c'est là que ça vient rechercher tout le monde et c'est ça qui est la constance. C'est là qu'on doit avoir le plus de, je te dirais, de précision possible. Mais pour le reste, parler le français des Franco-Ontariens, le français du lac qui est différent de celui du Saguenay, puis le français des Acadiens avec qui j'étudiais dans le temps au Collège Algonquin, c'est tout ça qui fait la richesse de la langue aussi. Là. C'est vrai. J'ai échangé des messages avec Sylvain Saint-Laurent plus tôt aujourd'hui, puis il me racontait que quand lui étudiait à la Cité collégiale en journalisme, c'était toi qui étais au sport, qui couvrait les sénateurs au droit à ce moment-là. Puis il me disait à quel point, à tous les jours, il lisait François Gagnon dans le droit, puis c'était immanquable. Puis ça, j'aimerais ça aller vers ce chapitre-là. Au début du droit, tu as parlé de 88. Est-ce que c'était pas au sport à ce moment-là? Comment on en vient à arriver au sport? Est-ce qu'on applique pour la job? C'est du... on est patient. Ouais. On regarde les gars qui sont là ou les filles qui sont là, puis on se dit, on attend de voir s'il y a une ouverture qui va se créer. Et l'ouverture s'est créée à un moment donné. Et puis, écoute, quand la porte s'est entrouverte de tout ça, je me suis assuré de mettre un petit bout de pied dedans. Puis quand ça s'est ouvert un peu plus, là, j'ai rentré le pied. Puis à un moment donné, quand tu as le corps au complet, ben, tu dis on fonce. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé. Marc Brassard, mon collègue de l'époque, qui est toujours ami aujourd'hui, est encore au droit. Puis il couvre les activités des sénateurs, puis du sport en général. Là. Et puis, je pense que Pierre Jury a bifurqué un peu après, puis il est allé à l'éditorial, il s'est promené un petit peu, mais c'est exactement ça. C'est de dire, regarde, moi, à la base, je suis journaliste. Ce que je veux faire, c'est du sport, mais je suis prêt à attendre le temps que ça va prendre pour pouvoir me rendre là. Et le jour que j'ai pu commencer, ben ça a été parfait. J'ai commencé avec les Olympiques parce qu'il y avait un lockout. Souvenez-vous, en 1994, il n'y a pas eu de hockey avant janvier. Alors, on donnait dans le temps au droit une couverture aux Olympiques qui était l'équivalent de la couverture des sénateurs parce qu'ils n'étaient pas là. Et ça, c'est l'année où Sébastien Bordelot était capitaine des Olympiques, que José Théodore a été obtenu avant les fêtes dans le cadre d'une transaction et que les Olympiques ont grandi au fil de l'année puis se sont rendus pas juste à la Coupe du Président qui ont gagné contre Laval et Michel Therrien à Laval, mais ils sont rendus à Kamloops à la Coupe Memorial où ça avait été difficile. Mais tout ça, là, ça a été de l'expérience qui m'a servi l'année suivante quand je suis arrivé dans la Ligue nationale. Et puis, au fil des ans après ça, tous les jeunes que j'avais vus grandir dans le junior puis qui sont arrivés dans la Ligue nationale me connaissaient. Alors, ça simplifiait beaucoup les approches. Et puis, j'en ai bénéficié pendant des années de ça. Tantôt, tu disais que l'année où les sénateurs ont joué leur premier match en 92, tu étais au droit, mais tu n'étais pas au sport. Non. As-tu vécu je veux pas ce moment-là dans la ville d'Ottawa? Comment c'était l'engouement dans la ville à ce moment-là? C'était sensationnel. Ce match-là, c'était sensationnel. Moi, j'avais fait un texte de nouvelles générales sur le match. Évidemment que j'avais mis le score, le pointage, mais c'était tout ce qui entourait la densité
au centre-ville. Tu sais, bon, c'était le centre municipal, ça ne contenait pas 20 000 personnes, mais on pensait que la ville au complet était là. C'était battre le Canadien de Montréal dans le cadre du premier match, puis tout ça. C'était scandaleux pour Montréal, mais c'était, je veux dire, je me souviens encore de Rick Bowness qui traverse la glace avec le poing en l'air, puis tout ça, tu sais, c'était absolument sensationnel. Bon, ça s'est calmé après ça pendant une couple d'années, mais il reste que comme entrer en scène, ça ne pouvait pas être mieux. Mais que ce soit au droit, que ce soit au Citizen, que ce soit au Sun à l'époque, je veux dire, je pense qu'il n'y avait pas d'autres nouvelles dans le journal du lendemain que ce premier match-là des Sénateurs. Là. Tout était consacré à cette première partie-là. Tu l'as mentionné, après cette victoire-là, ça n'a pas été rose tout le temps. J'imagine que tu as eu à couvrir les années un peu de misère qui en ont suivi. Ça ne devait pas être facile tous les jours de sortir des... C'était pas facile, mais c'était intéressant. Intéressant parce que, tu sais, il y en a qui disent qu'il faut que tu apprennes à perdre, il faut que tu comprennes pourquoi tu perds pour réussir à gagner à un moment donné. Oui. Alors, de couvrir une équipe qui perdait tout le temps, ça te permettait à comprendre ta job aussi. Il y a des fois, à force de fesser Saint-Cloud, ça donne plus rien. Il est rentré dans le bois, ben il va casser. Alors, critiquer des gars que tu n'as pas besoin de critiquer, c'est pas bon. En même temps, à cette époque-là, puis ça a été vrai pendant une quinzaine d'années après ça, les journalistes avaient des relations beaucoup plus étroites avec les joueurs. Les Sénateurs n'étaient pas riches. On voyageait avec US Airways dans le temps. On partait d'Ottawa, on s'en allait à Pittsburgh. Puis de Pittsburgh, on s'en allait vers d'autres villes. Alors, dans les aéroports, tu perdais un temps fou, mais tu côtoyais des joueurs. Et là, les Sénateurs de cette époque-là, tu avais des jeunes qui arrivaient puis qui avaient besoin des journalistes pour se faire connaître puis être patients. Puis tu avais des plus vieux qui étaient peut-être plus assez forts pour être dans la Ligue nationale, mais il y avait l'occasion de rester à cause des Sénateurs qui voulaient aussi avoir de la bonne presse pour rester. Donc, ça m'a permis de développer des liens, de comprendre comment tisser des liens, comment les utiliser, comment dire à un moment donné à un gars « Hey, tu joues pas bien », puis de te faire respecter dans ça. Alors, ces années-là ont été très, très enrichissantes sur la manière de travailler, puis ça m'a servi pendant des années. Aujourd'hui, c'est différent. L'accès aux joueurs est beaucoup moindre de ce qui était avant. Les joueurs se méfient davantage. Les joueurs ont beaucoup moins besoin des journalistes parce qu'ils ont des salaires qui sont 10 puis 15 fois plus élevés que ce que c'était dans ce temps-là. Mais la job demeure la même. Il faut comprendre comment les choses vont. Il faut savoir quand critiquer, quand donner un petit peu de break parce que ça ne donne plus rien, ou quand l'équipe gagne, à être plus exigeant parce que finalement, ils sont capables de donner plus. Alors, c'est le dosage de tout ça. Puis avec une équipe qui perdait beaucoup plus souvent qu'elle gagnait, ça m'a permis de l'apprendre avec Ottawa. Est-ce que vous avez reçu un conseil d'un mentor ou d'un membre du réseau du journaliste que vous appliquez encore aujourd'hui qui est... Oui. C'est vrai dans ça comme dans bien d'autres choses, mais le conseil que j'avais reçu, c'est ils sont jamais aussi mauvais que tu penses, mais ils seront jamais aussi bons que tu as l'impression qu'ils peuvent l'être aussi. Alors, ça remet les choses dans leur perspective quand tu analyses quelque chose, puis tu dis, ça voulait dire, dans le fond, hey, Gagnon, pas en peur quand un gars compte 2-3 buts. Hein? Puis ça, on l'a vu à plein d'occasions. Et inversement, garoche pas des roches trop vite à un gars qui a 2-3 matchs difficiles parce que tu sais pas ce qui va t'arriver. Puis tu sais, j'aurais dû suivre ce conseil-là plus souvent parce que ça m'est arrivé de faire des gaffes sur des évaluations de joueurs. Je vais vous donner un exemple. Josh Georges, ça vous dit peut-être plus grand-chose, mais il s'est rendu en finale de conférence avec le Canadien dans le printemps à Lac en 2010. Puis Georges puis Al Gill ont fait presque autant d'arrêts qu'Alac en a fait dans ces séries-là. Mais je me souviens du premier match de Georges que le Canadien avait obtenu de San Jose dans le cadre d'une transaction qui avait envoyé Craig Rivet là-bas. Puis moi, je trouvais que Rivet, c'était une perte pour le Canadien, mais anyway. Puis Georges, le Canadien joue un match et c'est Gary Roberts, puis je me souviens pas pour qui Roberts jouait dans ce temps-là. J'ai envie de dire que c'était pour la Floride, mais je suis pas sûr à 100%. Roberts était arrivé à l'aile gauche. Georges était défenseur droit. Puis il était rentré. Georges avait essayé de mettre en échec à l'entrée de zone
Gary Roberts, qui est un monstre d'entraînement physique. C'était pas un grand joueur de hockey, mais c'était une bête sur la glace. Puis, il avait poussé Georges qui freinait. Là, imaginez-vous l'image. Là. Georges essaye de freiner, mais l'autre le pousse jusqu'à son gardien. Puis je me souviens, ce soir-là, j'avais écrit « Ce gars-là ne peut pas jouer dans la Ligue nationale ». Ben, il a eu une belle carrière, finalement. Alors, c'est un exemple que avant de sauter aux conclusions positives ou négatives, donne-toi un échantillon qui est plus long qu'une présence, parce que sinon, tu peux te tromper. Puis dans ce cas-ci, je m'étais trompé royalement. J'ai envie de revenir sur deux personnes qui ont rejoint les Sénateurs à l'époque où tu ouvrais l'équipe. Oui. Le premier, en 95-96, il y a un certain Daniel Alfredson qui fait son début de carrière. Et en 96, il y a un certain Jacques Martin qui est nommé entraîneur des Sénateurs. Ouais. J'aimerais t'entendre sur Daniel Alfredson en début de carrière et ensuite sur l'impact de Jacques Martin sur les Sénateurs d'Ottawa. Bon, je vais commencer avec Alfredson parce que j'ai eu la chance de vivre son intronisation au Temple de la Renommée au mois de novembre dernier. Puis j'ai fait quelque chose que j'avais rarement fait ou peut-être pratiquement jamais. Je me suis assuré de prendre puis je l'avais tweeté comme ça, un selfie avec Alfie. La journée qu'il a eu sa bague du Temple de la Renommée, son arrivée à Ottawa, ça a été sensationnel. Son arrivée coïncide avec mon premier vrai camp d'entraînement à titre officiel à la couverture des Sénateurs, Université Saint-Lawrence dans l'État de New York. Je suis tout seul, là. Il n'y a pas d'autres journalistes du droit, là. C'est moi qui est là, c'est mon affectation, c'est moi qui commence. Et lui commençait. Malheureusement, il a pris sa retraite avant moi, puis il est beaucoup, 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 beaucoup plus riche que moi. Et puis, il est au Temple de la Renommée, ce qui m'arrivera probablement jamais. Mais ça a été le début au niveau des joueurs. C'était le premier pilier, vrai pilier de l'équipe. Puis, au fil de cette première saison-là, on s'est rendu compte que lui, c'était pour vrai. Alexis Yashin, il était impressionnant. Il avait un grand talent, mais il n'avait pas la même prestance qu'Alfredson. Et le temps l'a prouvé. Alexandre Daigle était un joueur spectaculaire. C'était un maudit bon gars. Puis c'était encore un maudit bon gars qui est arrivé dans une position un peu difficile parce que tu es premier overall. Puis, il faut que tu fasses des miracles pour prouver à tout le monde que tu méritais ça. Il n'a pas été en mesure de faire des miracles, mais il a quand même eu une belle carrière dans la Ligue nationale. Et il ne faut jamais oublier qu'il s'est expatrié en Europe. Il a vécu sa vie de hockeyeur à plein. Il a vécu l'Europe, il a bénéficié de l'Europe. Sa famille a grandi là-dedans. Il a réussi sa vie. Alors ça, pour moi, c'est encore plus important que tout le reste. Alors ça, c'est le volet Alfredson. Et Jacques Martin, c'est celui qui a donné du sérieux à l'organisation. Rick Bowness et Alain Vigneault ont fait ce qu'ils pouvaient au début, mais il n'y avait pas de club. T'sais, on va se le dire, là, il n'y avait pas de club. Quand Rick a été congédié, ils ont sorti plein de raisons. Puis je me souviens, j'étais allé voir Rick chez lui, puis il m'avait dit, tu sais, lâchez-moi raison. Dites-moi que j'ai gagné 33 matchs en 3 ans, puis je vais comprendre pourquoi vous me congédiez. T'sais. Alors, les statistiques étaient là pour ça. Jacques est arrivé, et Jacques a pris une équipe qui commençait sa transformation et il a réussi à compléter le travail amorcé par Pierre Gauthier. Pierre Gauthier, qui était un malcommode comme directeur général, c'est le genre de gars pour les journalistes qui est ultra difficile, avec lequel c'est ultra difficile de travailler, de composer, d'échanger. Mais c'est un génie dans sa job. Et lui, il a commencé, il a regardé cette équipe-là, il l'a analysée, il a fait 2-3 transactions. Il a dit à David Allison, merci, bonsoir, tu t'en vas. J'amène un gars sérieux qui va apprendre à mes jeunes joueurs comment jouer au hockey. Quand Jacques est arrivé, il a regardé ce groupe-là, il a dit, voici comment on doit jouer. Les jeunes ont grandi, puis là, il leur a donné du lousse, excusez-moi l'expression anglaise. Puis à un moment donné, les Sénateurs étaient à la fois une des meilleures équipes défensives de la Ligue, mais une des équipes qui comptait le plus de buts dans la Ligue. Parce qu'il a fait comprendre à ces jeunes-là qui avaient plein de talents offensifs, jouer comme ça défensivement pour me faire plaisir. Puis moi, je vais vous faire plaisir, puis je vais vous laisser marquer des buts. Mais respectez-moi, je vais vous respecter. Et c'est ça qui a fait que les Sénateurs, pendant 5, 6, 7 ans, ont été une des très bonnes formations de la Ligue.
Malheureusement, ils se sont fait poivrer 4 fois en ligne par Toronto et ça les a privés, ou ça a privé Jacques de se rendre beaucoup plus loin avec cette équipe-là. Et les Sénateurs ont finalement atteint la finale de la Coupe Stanley qui ont perdu, tout le monde s'en souvient, contre les Ducks d'Anaheim. Tu me rappelles des mauvais souvenirs, là. Ouais. Hey, j'étais pas vieux, mais j'en ai pleuré une shot dans ma chambre. On a parlé beaucoup des Sénateurs. Là, tu as parlé tantôt de T'allais au soleil, finalement RDS. Je serais curieux d'entendre, en tant que journaliste, la différence entre une organisation comme les Sénateurs et une organisation comme les Canadiens de Montréal. Est-ce que on vous gère de la même façon? Est-ce que... C'était très différent à l'époque. Et on compare époque pour époque. Là, les Sénateurs, dans le temps, c'était presque convivial entre les journalistes puis les joueurs, à cause de ce que je te disais tantôt, des vieux qui se disaient « si c'est pas ici, ça va être la retraite », puis des jeunes qui voulaient avoir de l'exposure en commençant. Montréal, c'était d'autres choses, même si on était loin après 93 puis la dernière coupe, là, ça commençait à être difficile. Des années 2000, à Montréal, c'était pas beau, là. Ça se passait, c'était au bout de la 4-17 que c'était bon. À Montréal, ça valait pas un gros char. Mais le logo, l'organisation, l'histoire a toujours fait que, hey, on est le Canadien de Montréal. Non, vous êtes un club parmi tous les clubs. Vous êtes le Canadien de Montréal, mais le club qui est devant moi puis les joueurs qui sont là n'ont rien à voir avec les autres. Alors, ça, c'était époque pour époque. Le temps a changé. Et les joueurs sont beaucoup plus distants maintenant qu'ils l'étaient dans le temps. Peut-être pas quand tu voyages au quotidien avec l'équipe, ce que je ne fais plus, là, malheureusement ou heureusement, parce que c'est pas toujours facile à faire comme job. Mais c'est sûr que les Sénateurs d'avant la finale de la Coupe Stanley était très différente de ce qu'ils sont devenus après. Même à Ottawa, à un moment donné, je me souviens, j'étais revenu, là, hey, on a fait la finale de la Coupe Stanley, là, ça va faire de dire, hey, viens ici, je veux te parler. T'sais, on avait un petit standing. Ah ouais, hein? On remarque que depuis 5, 6, 7 ans, le standing a baissé un petit peu, puis je suis convaincu que les collègues d'Ottawa ont plus de facilité maintenant à composer avec ces joueurs-là, du moins, je l'espère. Mais les Sénateurs n'ont pas encore, et c'est normal. Je veux dire, tu as un club qui a 24 Coupes Stanley, puis tu as un club qui est allé une fois en finale, ben, c'est différent. Mais ça reste deux organisations qui sont intéressantes. Tu me donnes le choix, je vais toujours travailler avec le plus petit que le plus gros, parce que le plus petit, il est plus facile à approcher, il est plus facile d'approche, il est plus facile à trouver une manière à percer sa carapace. Moi, François, j'ai une petite question là, de compréhension. Quand, mettons, exemple, là, on parle d'une situation avec le Canadien de Montréal, il arrive une transaction d'un joueur, puis il y a une conférence de presse ou bien un annonce de Chantal Maccabé. Est-ce que dans le message que vous divulguez par la suite, dans les journaux, à la TV, tout, le Canadien a un droit de veto sur ce que vous dites? Ou... Jamais de la vie. Jamais, OK. C'est pas, l'information n'est pas contrôlée, là. Ben non, je sais qu'il y a du monde qui pense ça, puis je ne sais pas pourquoi ça fait partie ça, des faussetés véhiculées sur les médias sociaux, puis le monde se dit, on va le dire tellement souvent qu'à un moment donné, le monde va nous croire. Là. Mais non, Chantal et ceux et celles qui l'ont précédé, parce qu'il y a eu des hommes puis il y a eu des femmes qui le font. Des fois, on est à dire, puis ils vont faire un spin, comme dans n'importe quoi, puis on va dire, tu sais, dans le fond, on a fait ça pour ça. Mais ta job à toi, c'est de faire des téléphones puis de dire, ben finalement, c'est peut-être pas ça. Le Canadien peut sortir un communiqué puis il va te donner les faits de ce qui sont arrivés. Le Canadien peut te dire, regarde, tu t'es trompé dans telle affaire. Si tu t'es trompé, il faut que tu sois assez grand pour dire, finalement, c'était peut-être pas aussi noir que ce que j'ai dit. C'était peut-être plus beige ou plus gris. Mais jamais dans 100 ans que je vais dire aux Canadiens, me donnez-vous la permission de dire ça. Okay. Si je faisais ça une fois dans ma vie, il faudrait que mon boss me sacre dehors dans la minute qui suit. Là, alors ça c'est un... Je te dirais que c'est une des faussetés qui est véhiculée. Puis ce qui est vrai à Montréal, je suis convaincu qu'il l'est aussi à Ottawa, puis dans la majeure partie ou la totalité. Il peut-tu avoir dans un marché, un petit marché où un jeune journaliste arrive puis se fait intimider par le boss de l'équipe, si tu écris ça, m'a m'arranger pour te faire mettre dehors, c'est peut-être déjà arrivé.
mais c'est jamais arrivé de mon vivant au niveau professionnel. Et il n'y a jamais personne qui m'a dit de faire une affaire de même. Sinon, honnêtement, il se serait fait revirer de bord solide, là. François, en terminant, je sais qu'il y a un match ce soir, les Canadiens jouent contre l'Arizona. On a une petite tradition qu'on appelle les tirs de barrage. Allons-y. On te lance une série de questions. Tu réponds le plus vite que tu peux comme ça vient. Parfait. OK. Donc, ton incontournable quand tu reviens dans la région. En parlant de l'Outaouais, bien sûr. En parlant de l'Outaouais, bien sûr. Aïe, 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 aïe. Ou un endroit que tu ne pouvais pas manquer à l'époque, là. Écoute, je vais toujours aller faire un tour dans le vieux hall. Je vais passer en avant du bistrot qui s'appelle plus le bistrot. Mais ça, c'est un incontournable. Puis si j'arrête, j'ai le temps pour aller prendre une bière, je vais arrêter au 4 jeudi si le bistrot n'est pas là. Ça, c'est fondamental. Puis, je dirais qu'une poutine à pataterie loise, excusez-moi, là, mais ça fait partie des incontournables aussi. Ton meilleur moment sportif en tant que journaliste ou fan? En tant que journaliste... Tout sport confondu, là. Tout sport confondu. En tant que journaliste, écoute, la fermeture du forum, la cérémonie après le match contre les Stars de Dallas, tous les anciens capitaines qui sont passés, l'ovation à Maurice Richard. Je dois dire que ça fait partie là, de mes... puis le but de Crosby aux Jeux olympiques à Vancouver, en prolongation. Ouais. Comme journaliste puis comme fan de hockey, ces deux événements-là, ça a été quelque chose de magique. Maintenant, comme fan, tout sport confondu, aïe, 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 aïe. Bon, premièrement, tous les Super Bowl des Steelers, ça c'est en haut. Puis, si vous me promettez de ne pas le dire trop fort, là, mais toutes les éliminations du Canadien par les Nordiques, ça, c'est à peu près aussi gros que les Super Bowls des Steelers. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on a un ancien Nordique ici, là. Ah, complètement. Le sang qui coule dans mes veines a toujours été bleu et le sera toujours. Et ça, ceux qui pensent que je ne suis pas pour le retour des Nordiques à Québec, ils n'ont jamais dit autant de fausseté que ça. Ça m'a tellement fait mal de voir les Nordiques partir de Québec que je ne veux pas qu'ils reviennent tant que je vais être sûr que ça ne sera pas pour repartir une autre fois. Alors, c'est pour ça que des fois, je donne peut-être l'impression d'être contre le retour, mais je veux m'assurer que quand ils vont revenir, ça va être pour de bon. Est-ce que tu y crois? J'y crois pas beaucoup, mais j'y crois. Le problème, c'est que les Canadiens jouent à Phoenix ce soir. Là. Ils vont jouer dans ce qui serait l'ancienne aréna Robert Gartin, là, en fait place. Ouais. Alors, tu es à Québec, tu regardes ça, puis tu dis ça n'a pas de maudit bon sens, et c'est vrai que ça n'a pas de maudit bon sens. Mais quand tu vas au-delà de ça, puis tu regardes le marché de Phoenix, tu dis c'est tellement un gros marché. Il y a tous les sports majeurs sont là. Le baseball est là, le basketball est là, le football est là. Alors, la Ligue nationale, je comprends pourquoi elle pousse, pourquoi elle a mis ce club-là en tutelle, pourquoi elle paraît mal, mais elle continue à mal paraître, mais qu'elle veut réussir là-bas. Mais je me dis, bâtin, à un moment donné, ils vont arriver au bout du bout, là. Mais si c'est pas là, ça va être Houston. Et ça sera peut-être pas Québec. Alors, c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait hésiter à dire, oui, c'est sûr, un jour, ça va revenir. J'espère, mais je peux pas le promettre. Parce que je dirais pas, je le croirais pas si je disais, je vous le garantis, ça va revenir à Québec. Je peux pas le croire à ce niveau-là, mais je l'espère, par exemple. Sur un tout autre changement de sujet, Youpi ou Spartacat? Ah, Youpi, 100 000 à l'heure. Youpi, 100 000 à l'heure. Puis honnêtement, à cause des expos. Ouais, Youpi, il y a une grande vie. Youpi, c'est plus gros que nature. C'est ça, exactement. Rien contre Spartacat, mais Youpi, non. Youpi, il est d'une classe à part. T'as peu. Youpi ou métal? Ah, Youpi. Journal écrit ou, dans le fond, écrire au journal ou parler radio ou télé? Ça, c'est intéressant. Je pense personnellement que là où je suis le plus à l'aise et là où je suis, entre guillemets, le meilleur, c'est à la radio. C'est le médium c'est le médium où j'ai commencé à CKCH. C'est un médium dans lequel je me suis toujours senti bien. L'écrit, c'est fantastique parce que tu le vois le lendemain. T'sais, dans le temps que j'étais au droit, puis que j'entendais
puis je sentais le building, sa rue Rideau, dans le temps, se mettre à vibrer parce que les presses tournaient, puis tu voyais le fruit de ton travail. Ça, là, il y a un sentiment de fierté vraiment, vraiment très fort. Mais l'écrit m'a toujours intimidé parce que tu veux être sûr de ne pas manquer ton coup. Puis quand tu fais une gaffe, là, ben écoute, il achète l'encre au camion citerne, tu sais, fait que tout le monde la voit, puis tu peux pas la changer. Alors, j'ai beaucoup de satisfaction à tout faire ça, mais là où je pense que j'ai le plus d'affinité, ça va être avec la radio. Ouais. Radio. C'est un beau médium, la radio, je trouve. C'est un médium extraordinaire. Ouais. Dernière question du tir de barrage. Chanter tout ce que tu dis ou dire à voix haute tout ce que tu lis? J'aimerais bien dire chanter, mais c'est parce que vous allez vous sauver en courant. Alors, je ne peux pas aller de ce côté-là, mais je lis beaucoup, mais je ne répéterai pas tout ce que je lis parce que des fois, je trouve que ce que je lis, ça ne mérite pas à peine d'être redit. Oh, wow. C'était sage, ça. Oui. Ça m'arrive une fois de temps en temps. Un gros merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment, vraiment, vraiment... ben pour nous, c'est vraiment apprécié. On te souhaite un bon match ce soir. Puis, merci beaucoup. Au plaisir de pouvoir te reparler. Très agréable. Puis là, je ne sais pas, le soutien pour les sénateurs, ils en ont encore besoin. Ils ne sont pas rendus encore où ils doivent être. Oui, c'est ça. Merci. Ça marche. Beaucoup. Bye bye. Bye. En tout cas, monsieur François Gagnon, qu'on le veuille ou pas, un homme bien sympathique. C'est ça que j'allais dire. Je voulais vous demander comment ce qu'il était parce que j'étais pas là pendant l'entrevue, puis ça fait longtemps qu'on le voit, François Gagnon, RDS, qu'on le voit partout, puis il a tout le temps eu sa babyface. Il a tout le temps eu la même petite face tu sais, un peu jeunot. Fait que je me demandais s'il était le même genre de personne en vrai que ce qu'on voit à TV. Très sympathique, très sympathique. Puis je l'aurais écouté encore une couple d'heures. Ah oui. C'est tout intéressant, tout ce qu'il dit. Puis avec son expérience, puis ses histoires, puis tout ce qu'il a vécu en tant que journaliste sportif, c'est fou raide, là. Puis honnêtement, on aurait pris 20 minutes d'une de notre demi-heure facile à l'entendre parler. Après qu'il était parti, on n'avait plus grand-chose à dire. Là. Il racontait, il expliquait, bon vivant, bon raconteur, c'était super agréable. Puis moi, je trouve ça fou parce que depuis que je suis tout jeune, on disait qu'il est là. Je me souviens dans le temps à 110%, après ça, tu sais, à gauche et à droite, il a toujours été présent, mais j'avais jamais été aussi conscient. Je savais qu'il y avait une relation avec l'Outaouais, mais j'étais pas conscient jusqu'à quel point il avait été là longtemps et qu'il a vu l'impact qu'il a eu, tu sais, veut pas. Il a fait carrément son cours de journaliste à Ottawa. À la Cité? Non, ben la Cité n'existait pas dans ce temps-là, c'était au Collège Algonquin. Ah ben oui. Okay. Collège Algonquin, travaillé pour une radio à Hull dans le temps, pas au sport du tout, après ça, commencé au droit, pas dans le sport du tout, il a réussi à s'en aller au sport, était sur les Olympiques, après ça, couvert les sénateurs. Puis c'est vraiment cool que il nous a dit, moi, je trouve ça malade, là. Son premier camp d'entraînement à la couverture des sénateurs, c'était le premier camp d'entraînement de Daniel Alfredson. C'est le début de l'air. Le début de tout, ouais. veut pas, là. Il a vécu l'ère Jacques Martin, il a vécu tout ça, puis on disait qu'on s'en rend pas compte nécessairement. Non, il y a du bagage. Et puis, vous faites des résolutions du nouvel an, monsieur? Oui, mais j'ai déjà abandonné. Non, résolution, non, pas de résolution. Pas de résolution? Fais pas de ça. Ah. Toi? La résolution, c'est à tous les jours, Jean-Philippe. Non, pas plus qu'il faut. Mais t'as l'air d'un gars qui en a pris puis qui veut... non? Ouais, qui veut y share. Ouais. Non? L'année passée, c'était essayer d'apprécier le moment présent davantage. OK. Parce que c'est quand même... Est-ce que je l'ai fait, je ne sais pas. Parce que c'est une belle façon d'approcher la vie. Oh! C'était des sages paroles. On aurait cru un philosophe. Quand même, hein? C'était si bien dit. Alors sur ce, j'encourage tout le monde à apprécier nos sénateurs comme ils sont présentement. Au jour le jour, au match le match. Et on se souhaite le meilleur pour la suite. Attachez vos ceintures pour 2023 parce que ça va être
Ça va être un nouveau propriétaire, ça va être une bonne fin de saison, ça va être un gros début de saison l'année prochaine. Plein de choses super excitantes. Je pense que 2023, c'est là qu'on tourne le coin. T'sais, on parlait tout le temps, il y a l'année prochaine, mais je pense que c'est la dernière année qu'on dit ça. Puis on tourne le coin cette année. Oh, c'est dit. 5 janvier 2023 par Pascal Villeneuve. Bon fait. Le mot de la fin, Moffett. C'est comme flou en ce moment. C'est peut-être Moi, moi, je suis finalement. flou. Non, tout est bien beau. Oh. Ah. Messieurs, vous pensez de quoi de ça, vous autres? De quoi? C'était vague, comme question. Moi, je suis con. Je suis pas d'accord.